تصلنا الصور على المباشر. ستنطلق ندوة صحفية بعد لحظات. ننتظر الجميع في الجزائر ومختلف فعاليات الطبقة السياسية ما الجديد فيما يخص تصريحات سيد أحمد غزالي السياسي الجزائري ورئيس الحكومة الأسبق. كما قلنا سيد أحمد غزالي الذي تقلد منصب رئيس الحكومة الجزائرية يوم 5 جوان سنة 1991 خلفا لمولود حمروش، واستمر في هذا المنصب حتى 8 من جويليا سنة 1992 خلال فترة حكم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وكذلك محمد بوضياف أيضا رحمه الله، وخلفه في هذا المنصب رئيس الحكومة الأسبق بالعيد عبد السلام. إذن حسب الصور التي تصلنا من هناك سيد أحمد غزالي دخل القاعة في هذه اللحظات في انتظار فقط بداية الندوة الصحفية من مقر جريدة ليبرتي الذي ينزل إذن ضيفا على منتدى ليبرتي. سيد أحمد غزالي نذكر أن حكومته عرفت أحداث خطيرة في الجزائر المستقلة، بداية من أحداث جوان 1991 وصولا إلى استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد ودخول الجزائر في دوامة عنف تلك السنوات، كذلك حادث اغتيال الرئيس محمد بوضياف يوم 29 جوان 1992 وكذلك بداية الأعمال الإرهابية في الجزائر وبداية عشرية الدمار في الجزائر. كل تلك المراحل عاشتها حكومة سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق. في انتظار إذن فقط بداية المنتدى بحضور الإعلاميين والصحفيين، سيد أحمد غزالي من المنتظر أنه سيدلي بدلوه فيما يخص الشأن السياسي في الجزائر خلال هذه الأيام. نذكر فقط أن سيد أحمد غزالي اعتزل الحياة السياسية بحجة غياب الديمقراطية في وسيطرة الأحادية كما قال قبل سنوات على سدة الحكم، وكما قال كذلك انعدام الآفاق التي توحي بإمكانية حدوث تغيير في البلاد. نذكر فقط أنه انسحب من المشهد السياسي في الجزائر قبيل فقط انتخابات 2004 التي طعن في نزاهتها والتي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إذن مشاهدينا نترككم مع المنتدى منتدى ليبرتي وضيفه سيد أحمد غزالي. Jusqu'à février 79, ensuite vous êtes nommé ministre de l'hydraulique. Démissionné en octobre 79. De 1984 à 88, ambassadeur d'Algérie à Bruxelles. 88-89, ministre des Finances dans le gouvernement Merbah. 89-91, ministre des Affaires étrangères. Démissionné, donc, duquel vous démissionnez, et en juin 91, vous succédez à Mouloud Hamrouch au poste de Premier ministre ou chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Chef du gouvernement, très bien. Donc, au lendemain de l'assassinat de Siboudia Allah en juin 92, vous démissionnez. Donc, vous êtes ambassadeur ensuite à Paris de 92 à 93. Ensuite, alors, vous avez été aussi candidat aux élections présidentielles 99-2004, candidature rejetée par le Conseil constitutionnel à 2 reprises. Mai 99, vous fondez le Front démocratique et vous organisez le congrès en 2000 devant 1100 congressistes. Donc le FD est agréé en vertu de l'article 82 de la loi 97, mais empêché d'activité par le gouvernement. Mais bien qu'empêché par le gouvernement, ça ne vous a pas empêché d'intervenir régulièrement dans le débat politique. Et à ce titre qu'on vous invite aujourd'hui, c'est Ahmed. Donc encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation et à vous la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Mon cher, merci beaucoup. Je tiens à cette déclaration liminaire pour permettre de trouver des ancrages au débat.
Je voudrais d'abord féliciter le groupe de presse Liberté pour ces nouvelles installations. Je suis en retard, il paraît qu'ils sont là depuis 2004. Et je souhaite à tous longue vie et prospérité. Et ce n'est pas par courtoisie que je le dis. Nous ne répéterons jamais assez que nous ne sommes jamais bien que lorsque nous aurons un service, un système d'information qui puisse éclairer la population sur ces problèmes. Et je rends hommage au travail de tous les journalistes algériens qui, en dépit des difficultés, font leur travail bon gré, mal gré, dans des conditions que tout le monde sait très défavorables. Je remercie les journalistes de Liberté de m'inviter aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous salue tous et toutes. Et à travers vous, je voudrais saluer les Algériens et les Algériennes qui suivent ou qui suivront par vous cette émission ici ou à l'étranger. Aujourd'hui, je viens m'acquitter avec vous d'un devoir de vérité. C'est une obligation civique minimale de tous, quand bien même je suis, pour ce qui me concerne, de facto interdit d'activité publique depuis 15 ans. Deux brefs rappels sans vouloir m'attarder dessus. Primo, depuis 15 ans, je suis avec des milliers de citoyens fondateurs du Front démocratique empêchés, comme ça a été signalé par M. Omar Wali, empêchés d'exercer des droits civiques les plus élémentaires qui nous sont garantis par la loi, le droit de réunion, le droit d'expression et le droit de candidature aux élections de tous les niveaux. Deuxièmement, pour ne l'avoir jamais fait, hier, je n'entends pas aujourd'hui, je n'entends rien demander à personne. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne suis candidat à rien. On joue depuis des mois, nous l'avons tous observé, on joue depuis des mois, voire des années, de la santé d'un homme pour se jouer de tout un peuple, sans craindre de donner au monde l'Algérie en spectacle, pour s'apprêter à de nouvelles présidentielles préfabriquées. En ces moments peu glorieux pour notre pays, je veux prendre date. J'alerte l'opinion et je mets solennellement en garde le pouvoir. À force de refuser le changement dans l'ordre, nous aurons le changement dans le désordre, c'est-à-dire le pire des changements. L'obsession de la pérennisation du pouvoir, le non-respect des lois, la confiscation permanente de la légitimité, l'exclusion de toute la société dans la vie de la nation. Cela, en toute irresponsabilité et en toute impunité, toutes ces pantalonnades répétées me font craindre, à Dieu ne plaise, un funeste aboutissement. Je ne voudrais pas que demain l'opinion me dise « tu ne nous as rien dit ». Et c'est pour ça que je dis « je prends date ». Ce sont les faits qui jugeront. On se trompe lourdement quand on prétend faire marcher la société en la bernant et en lui assignant des ordres. Quand on croit malin d'enfreindre ses propres lois. Et quand on pense pouvoir agir sans jamais rendre compte, indéfiniment et sans frais. Ce faisant, le pouvoir se rapproche inéluctablement de l'implosion et nous emmène dans son sillage vers le chaos. On aura beau en reculer l'échéance, l'heure de vérité viendra quand il n'y aura plus d'argent à jeter par les fenêtres.
Plus dure alors sera la chute. Du propre fait du pouvoir, le pire est hélas devant nous. Dans quel état allons-nous donc laisser notre chère Algérie aux jeunes générations, lesquelles, faut-il le rappeler, constituent plus de 80% de la population? Telle est la question qui me hante personnellement. Et non point le 4e mandat, une problématique erronée qui n'est que parodie et fumisterie. Ce disant, je ne suis pas là à vouloir tirer sur une ambulance. Ce serait d'autant loin, à la fois de ma culture et de mon esprit, que je fus, beaucoup d'entre vous en sont témoins, je fus par le passé l'un des premiers qui ont récusé et le premier mandat, et le deuxième mandat, et le troisième mandat. Cela me valut d'ailleurs d'être pointé du doigt par le potentiel président à vie, je cite, comme un ennemi du peuple. C'était en 2002. Le tapage médiatique organisé en sous-main, notamment sur de prétendues intrigues de palais, fait prévaloir encore une fois les à-côtés anecdotiques sur l'analyse politique de fond. Les couplets du énième mandat ne sont que des leurres. Des leurres qui sont posées pour divertir l'opinion de ses préoccupations légitimes, ainsi que de la dégradation politique, sociale et morale ambiante. Nous voilà donc nombreux à participer à l'enfumage organisé, parfois délibérément ou malgré nous, le plus souvent inconsciemment, quand nous parlons de ce fameux 4e mandat. Tenant exclusif de la légitimité nationale, voire directeur des consciences, l'oligarchie ne cédera pas un pouce, quel qu'en soit le prix. Bien naïve serait la croyance en des garanties pour de vraies élections. Le concept lui-même est antinomique avec la nature du pouvoir réel algérien. De 1997 à 2012, il y a eu 9 prétendues élections présidentielles, législatives, locales. On a multiplié les candidatures de complaisance. On a restreint ou empêché les candidatures gênantes. On a invalidé les uns. On a poussé les autres à la sortie. Et on a pourchassé une multitude. Avec le temps, on s'applique insidieusement à effrayer les esprits. Résignée, c'est-à-dire désespérée, la société algérienne est anesthésiée par le confort précaire qui lui est procuré au prix d'une dissipation de ressources sans précédent en Algérie, sans égal dans le monde. 800 milliards de dollars en 3 mandats présidentiels. Que l'on se souvienne de ce qui s'est passé à partir du milieu des années 80, où on s'est mis à emprunter clandestinement pour acheter de la semoule après avoir triomphé, ou triomphalement, je cite, l'ex-premier ministre ou l'ex-maître de l'économie en 1982, où il disait « Nous avons désendetté l'Algérie ». Et il a même ajouté « Nous avons fait mieux que les États-Unis d'Amérique en matière économique ». Et sur le perron de l'Élysée, en 1982, il a déclaré, et vous pouvez le vérifier, l'Algérie est prête à aider la France à équilibrer ses finances. C'est l'histoire de Gat, el-Rfa, Skerchouya, Galawana, Depuis 15 ans, cela a conduit aux événements d'octobre, a conduit à un endettement de 70%
j'étais ministre des Finances, quand je suis arrivé aux finances, avec feu, le taux d'endettement était à 70%. C'est-à-dire chaque fois que l'Algérie recevait $100, immédiatement 70 allait au remboursement de la dette. On a enlevé le pain de la bouche des Algériens pour le donner au remboursement de la dette. Depuis 15 ans, nous assistons à un discours mensonger ou creux, associé à l'indigence de la pensée. C'est cela qui fait office de programme depuis 15 ans. La recherche obsessionnelle des effets d'annonce souligne l'incapacité à fournir des solutions aux problèmes de la nation. D'où la hantise des lendemains incertains. Tout lien a disparu entre une société fragilisée qui se sent abandonnée à elle-même, des pouvoirs publics faibles, des acteurs sociaux et politiques inconsistants et des institutions défaillantes. C'est une situation grave qui expose la nation à une véritable désarticulation. Tout est la faute de l'autre. Pour le prince, c'est le peuple qui est mauvais ou médiocre, je cite la plus haute autorité de ce pays. Mauvais ou médiocre ou se détestant lui-même. Pour l'homme de la rue, c'est la jante publique prise en bloc qui est pourrie. Pour les uns, c'est le militaire qui est le mal absolu. Dans d'autres consciences, celles des décideurs, ce sont les hommes publics qui sont des incapables nés, dont on ne peut au mieux que dégager, je cite, le moins mauvais d'entre eux. Le concept de moins mauvais a commencé en 1999 et continue jusqu'à maintenant. Par le système, la société récuse à son tour le pouvoir, et ce depuis octobre 1988. Chacun récrimine tous les autres. Tous se rejoignent en fin de compte dans un soupir commun, la ghalb. C'est l'alibi absolu des faibles qui ont choisi la résignation dans l'inaction, et c'est l'argument suprême des puissants qui s'obstinent à perdurer dans l'impuissance. Et je vais bientôt terminer. Sortir de ces fragilités conjuguées, sortir de la différence mutuelle, le citoyen et l'affaire d'été, les civils et politiques et les acteurs institutionnels, pour mieux asservir la société. L'argument de la menace islamiste, je cite entre guillemets, est une machine, est une manière de brandir le spectre de la terreur. Ainsi éperdue, voire terrorisée par les incertitudes de demain, la société est comme happée dans le sillage d'un pouvoir qui tourbillonne dans une fuite en avant effrénée, insensée, un pouvoir obsolète sûrement, finissant peut-être, mais plus obsédé que jamais par sa seule régénération, sa propre continuation. Les appareils ne se préoccupent guère d'imaginer autre chose que ce qui a été fait depuis 30 ans, la bunkérisation du pouvoir. Plus têtu que le pouvoir, et surtout beaucoup plus puissants, sont les faits et les réalités de la vie. 52 ans après l'indépendance, la société algérienne vit d'une richesse qu'elle n'a pas créée. Le fonctionnement de l'État et de l'économie dépend à 80% des hydrocarbures. Les importations sont financées à 97% par les hydrocarbures. En scandaleux contraste avec nos ressources humaines et matérielles, ce bilan cruel discrédite sans appel le système, car il sanctionne la primauté des préoccupations au pouvoir sur celles des gens, l'incurie envers les capacités créatrices de richesse des Algériens, sans oublier les dissipations de ressources dues à la mauvaise gouvernance ou à la corruption. Je vais maintenant répondre à vos questions. Nota bene, pour économiser à certains le temps, notamment ceux qui vont me dire « Oui, tu dis tout ça, mais parce que tu n'es plus au pouvoir ». Cela, je les invite à consulter mes déclarations publiques et à l'APN il y a 22 ans, quand j'étais chef du gouvernement, ainsi qu'à mes positions en tant que président du FD, et ils y trouveront l'essentiel de ce que je viens de vous dire. Merci de votre attention. Très bien, merci. C'est tout pour...
إذا مشاهدينا كما استمعنا لكلمة سيد أحمد غزالي في افتتاح منتدى ليبرتي، صعد من لهجته تجاه النظام، تحدث عما تعيشه الجزائر من أحداث سياسية متسارعة وعن catastrophique. Ça, on arrive à une accumulation de problèmes qui, qu'à Dieu ne plaise, ne peut conduire qu'à la catastrophe. Alors donc, mais qui est capable de faire ça? Puisque le système refuse de reconnaître un rôle à la société. Il n'accepte des civils que des gens soumis et applaudissants. Ceux qui ne sont ni soumis ni applaudissants sont des ennemis. Ils n'acceptent pas la vie contrainte, ils ne respectent pas les lois. C'est pour ça, c'est pas que je considère que le Front démocratique c'est un problème central, c'est un problème exemplaire et qui incarne un peu tout ce qui se passe dans tous les autres domaines. La nouvelle loi sur les partis est une violation. On n'a pas besoin d'être juriste. Jamais une loi ne peut être rétroactive en matière de droits fondamentaux, de droits élémentaires. Elle ne peut être rétroactive que si elle est plus favorable que la précédente. Or, cette loi, sous le prétexte de faire une ouverture politique, la nouvelle loi sur les partis est au contraire une loi faite pour plus de fermeture. Et elle était faite sur mesure pour le Front démocratique et pour Sidi Ahmed Ghazali. Parce qu'ils n'ont pas pu pendant 14 ans écrire officiellement ou dire officiellement que le parti était interdit, parce qu'il était agréé par la loi. Ils ont fait une loi pour effacer l'effet de la loi précédente. Et pour pouvoir interdire légalement ceux qu'ils ne pouvaient interdire avant qu'illégalement. Donc, mais qui peut faire ça? Seul un président de la République qui bénéficie de la légitimité populaire et qui a l'expérience voulue peut conduire le pays vers un changement calme, posé des institutions, vers plus de modernité et vers plus d'intérêt pour les questions des citoyens. Monsieur Ali Bouchalf. Alors, vous avez posé une question, vous me dites, qui tient le pouvoir? Et vous avez déjà donné une partie de la réponse vous-même, mais qui ne m'engage pas. Est-ce le président de la République ou est-ce un haut personnage des services de sécurité? Je pourrais vous dire, et c'est ma position, je refuse de rentrer dans cette dialectique, parce qu'on nous oblige à nous enliser dans des questions qui tiennent le pouvoir. Moi, je me contente de dire, mais je ne vais pas fuir votre question, moi je me contente de dire que il y a une situation dans le pays. Il y a bien un pouvoir. On ne peut pas dire que l'Algérie est un pays sans pouvoir. Donc, quel est le plus important? C'est de dire, ce pouvoir, il a réussi, ou ce pouvoir, il a échoué, ou bien ce pouvoir est bon, ou bien ce pouvoir n'est pas bon. Qu'est-ce qui est plus important? De dire ça, ou bien de dire, en réalité, le vrai pouvoir, c'est un tel ou un tel. Non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, je vais répondre à votre question. Il y a eu deux régimes politiques dans ce pays. Celui de ce que j'appelle le régime boumedienne, jusqu'à la fin de l'indépendance, jusqu'à 1978, fin 78. Et il y a le régime actuel. Le régime boumedienne était autoritaire. Il était même officiellement autoritaire, puisque Boumedienne, pour arriver au pouvoir, il n'est pas venu comme ça furtivement. Il a destitué un chef d'État, il a gelé la Constitution, il a dissous l'Assemblée nationale, et il s'est nommé officiellement pouvoir révolutionnaire. Ce qui, en termes politiquement corrects, veut dire je suis un dictateur. Disons que c'était un pouvoir autoritaire mais transparent. Jamais Boumedienne n'a promis aux Algériens la démocratie. Et il a dit, il disait toujours, j'ai pris mes responsabilités. C'est pour ça d'ailleurs que si les Algériens ne les mettent pas tous vont respecter. Et en plus de ça, si on veut aller jusqu'au bout, Boumedienne a fait des choses dans des secteurs qui ont plu à certains, qui ont déplu à d'autres. Disons plus directement, il a fait de bonnes choses et de mauvaises choses. Mais tous les Algériens étaient
convaincus en eux-mêmes que c'est un monsieur qui s'occupait de leurs affaires. Il était autoritaire, mais il s'occupait de leurs affaires. Et c'est ça la légitimité. Le fond, la légitimité, c'est quand le peuple est convaincu que vous êtes en train de vous préoccuper de vos affaires, de ces affaires. À la mort de Boumedienne, on s'est bien gardé de lui donner un successeur. C'est-à-dire, on a basculé d'un régime autoritaire mais transparent vers un régime encore beaucoup plus autoritaire mais opaque, au terme duquel ceux qui ont la décision, on ne les voit pas. Et ce qu'on voit, c'est-à-dire, c'est de la devanture. Et là, depuis, le régime algérien est passé insensiblement, sans que les gens ne s'en aperçoivent, parce qu'il n'y a pas de frontières, de ce qu'on a appelé la légitimité révolutionnaire ou historique, qui s'est muée en légitimité militaire. Mais beaucoup de gens sont en retard. Il n'y a plus de légitimité militaire. Ça s'est réduit encore, et c'est devenu la légitimité sécuritaire. Alors, quand je vois, moi, les journalistes, DRS, mais, ou militaire, il y a militaire et militaire, il y a DRS et DRS. Vous avez au sein de la DRS des milliers de personnes qui ont donné leur vie, qui sont des serviteurs, comme vous et moi, de la nation. Ceux-là ne sont pas nécessairement dans la décision politique. Quant au reste, les militaires, en gros, les militaires sont vus par le pouvoir de la même manière que vous et moi, nous sommes vus. C'est-à-dire, nous sommes des personnes qui sont des tubes digestifs, corrompus d'un côté, convicts de l'autre, et qui n'ont qu'une chose à faire, c'est obéir. Donc, les définitions lapidaires sont trompeuses. Il y a certainement, et les choses ont évolué depuis Boumedienne, parce que ce système-là s'est ramifié à travers la société, à travers l'administration, à travers les médias, à travers l'économie, à travers les entreprises, ce qui fait que le système qui gouverne l'Algérie, on ne peut pas dire qu'il est militaire, parce que c'est faux. On ne peut pas dire qu'il est civil, parce que c'est faux. Mais c'est un parti clandestin qui a 2 millions de militants, qui a les moyens de l'État, qui a les moyens de coercition de l'État, qui a les moyens de la violence légitime de l'État, qui a les moyens de la législation de l'État. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas pour nous dérober à votre question que je ne réponds pas que c'est X ou Y, parce que ce n'est pas X ou Y. Dans notre système, n'essayez surtout pas de mettre des... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la Constitution algérienne réserve au président de la République des pouvoirs très forts, très très forts par rapport à la norme internationale, et que la réalité... هي عن أسئلة الصحفيين. الوطني الناسيوناليست كان يلعب دور الإسلامي، كان عندنا aussi كان يلعب دور التروسكي. يعني نحضر mais tout ça c'est alors quand dans une pièce de théâtre chacun joue un rôle, on ne commente pas. On peut dire cette actrice est belle ou pas belle, ou bien elle joue bien ou elle joue pas bien, mais on ne peut pas dire celle-là elle est méchante ou celle-là. Donc tout ça c'est de la mascarade. C'est de la mascarade. C'est de la mascarade مسرحية. خلينا نرجع يعني للانشغالات الحقيقة تاع هذا البلد. تفضل سير. قدم مرحبا. يزيد فطاني من تلفزيون النهار. العديد من الأحزاب السياسية تفضل. العديد من الأحزاب السياسية قطعت الانتخابات الرئاسية، حركات احتجاجية واعتصامات غرداية تحترق. إذن مشاهدينا نستمع لأسئلة موفى تلفزيون النهار من هناك. هل الجزائر مقبلة على سيناريو كارثي قبل أو بعد رئاسة طبريل القادم؟ السؤال الثاني فيما يخص سيد أحمد الرجالي، هل أنتم ضد فقط ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة أم ضد النظام الحالي وتطالبونه بالسقوط؟ السؤال الثالث، فرنسا تدخلت مؤخرا في الشؤون الداخلية للجزائر وطلبت على لسان وزارة الخارجية الفرنسية شويه برك باش يسجل
تشكيل دورسي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وطلب الجزائر باحترام الحقوق وحرية التعبير. ما رأيكم وما تعليقكم؟ شكرا. Oui. Oui, s'il vous plaît. C'est Zarouk d'Algérius. C'est Rokar Générus. Kira Hamida. Ça va. Salam alaikum. Monsieur Ahmed Ghazali, moi j'ai une question. Vous avez déclaré lors de votre passage à la télévision française LCP que le changement ne viendra pas de la rue. Est-ce que c'est un message que vous avez adressé à un mouvement Baraka pour un quatrième mandat ou vous pensez que vous avez une autre idée d'un changement dans ce pays? Si c'est oui, lequel? De quelle manière تفضل. Oui, Adlan. Bonjour Monsieur Ghazali. Adlan Medid al-Watan. نعم. Adlan Mehdi El-Watan. J'ai deux questions très rapides. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à dire que la solution est un président élu de manière légitime, légitimité populaire, et dire que les élections sont une impossibilité avec un régime qui reprend. Ça c'est la première question. Et deuxièmement, ce fameux pouvoir qui n'est pas apparent, quelle est sa part de responsabilité dans la catastrophe depuis 15 ans? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut charger que le président Bouteflika ou est-ce qu'il faut aussi charger le général Mohamed Madiel d'étouffer de la responsabilité de la catastrophe actuelle? Merci. Très bien. On prend 3 secondes. Oui. On prend une autre. Oui, Chérif. J'aimerais revenir sur les déclarations تاع السلال كنت نسمعها مع الشاوي. C'est-à-dire قال الشاوي عشان نعمد ربي. عشان الرزق. Très bien. إذا مشاهدينا الكرام نستمع لبعض من أسئلة صحفيين خلال المنتدى جريدة ليبرتي الذي يستضيف اليوم رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي. لو نعود لبعض ما قاله سيد أحمد غزالي قبل لحظات، هو لام النظام لأنه لم يتساير مع بعض الإشاعات التي راجت في الوطن، خاصة ما تعلق بصحة الرئيس. كذلك قال أن النظام سيء والإشكال ليس في النظام، الإشكال إنه في النظام وليس في الأشخاص، هكذا قال. وقال أنني لما كنت رئيس الحكومة لم أقل أنني أملك برنامج للرئيس، بل كان لي برنامجي الخاص المؤلف من 52 صفحة. نعود لرد سيد أحمد غزالي على أسئلة صحفيين، أو هو في هذه اللحظة يحاول جمع كمية من الأسئلة. نحاول الاستماع لبعض الأسئلة وفي انتظار إجابته عن أسئلة موفد تلفزيون النهار. إلى هناك يزيد فطني. أنتم أو البوليس أو الرجالات التي نحن كشعب ندخلهم داخل هذا النظام، يعني نحن كشعب لا يمكننا أن نفرق بين غزالي أو بنبيتو أو بنبيس لأنهم جازوا في يوم ما من النظام. عندما نتكلم عن تغيير أو تحسين نظام داخلي 50 سنة فأنتم داخلون داخل هذا النظام، يعني محتوى داخل هذا النظام. باش توصل الرسالة يعني أوصلت مليح. سيرتو. C'est bon. Je crois que c'est des questions. C'est Ahmed. Non, il y a des questions. Une autre. تفضل اخوات. خالد بوذيان du journal خبر. Monsieur Ghazali, est-ce que vous êtes d'accord دعوات لما يقولوا بودياف. بوديا سعيد بوديا. خالد بوديا عفوا. الخبر. هل أنتم مع الدعوات اللي تدعو إلى مرحلة انتقالية في الجزائر؟ C'est bon. Je pense. Mademoiselle Non, il y a encore d'autres qui veulent pas. Après, juste après, on prend encore une autre série. C'est Ahmed. Voilà, قرر. S'il vous plaît, après, la prochaine fois. Alors. دابا سؤال سيد فطني. ما فهمتش شنو السيناريو الكارثي هذا تاع رين بوتفليقه انجيرونس كذا. اولا سيد فطني
السيناريو كارثي. السيناريو الذي تعيشه الجزائر حاليا هل ينذر بالخطر؟ هل سيتكرر سيناريو 92؟ ماهوش اللي راه يجري حاليا الذي يبشر بأي شيء. يعني الشيء اللي احنا عايشينه لا تجد فيه يعني كل الأسباب السيناريو الكارثي اللي تكلمت عليه. هذه قضية هذه نتيجة اللي احنا نعيشه الآن وسنعيشه غدوة ولا بعد غدوة. هذا نتيجة عمل نظام، ماهوش رجل واحد ولا نظام. لما نشخص، إذا كان شخصنا الوضع الحالي اللي راح نعيشه هل مرضي ولا ماهوش مرضي، تقول له كارثي. وانا كاين اللي يقول لك لا احنا لاباس، في كثير من التجارب احنا لاباس. لكن إذا كان وصلنا إلى الخلاصة أن الوضع ماهوش مرضي، ماهوش على مستوى طموحات الناس ومستوى قدرات البلد وسكانها، إذا فيه مسؤول. المسؤول هو النظام. النظام ماهوش صالح، قلها بكل وضوح، النظام ماهوش صالح. ما فيما يخص التدخل الأجنبي، هذه محمد بوداف الله يرحمه قبل ما يموت، قبل ما يقتلوه، قبل ما يقضى عليه بدقيقتين، اش كان يقول؟ قال شرنا منا وخيرنا منا. هذه التدخل في شؤون الداخلية تاع الآخرين، هذا شيء وارد منذ القرون. بصح باش كي دورسي يدخل فيه على خاطر حنا نسمح له يدخل فيه حنا. وانا نتكلم حنا، ما نتكلمش الا على الجزائر. الأنظمة الجزائرية اختارت أو ذهبت تسعى إلى حمايتها، تأتي من طرف الأجنبي. لما تضع حمايتك تحت تصرف بلد أجنبي، فطبيعته هو غادي يتحرك على حسب مصالحه، هذا الشيء توعيه، ويسمح لنفسه تسول نفسه يتدخل. ماي في الانتخابات تاع ماي ماشي ملكي دور سجل من سفارة داخل البلاد، سفارة أمريكا التي دعت الجزائريين باش يشاركوا في التصويت، يعني ضمت نداءها لنداء النظام عند الآداب الدبلوماسية. لكن حنا اللي نسمحوا لهم. في الواقع راكم شفتوا كل إذا كان أجنبية وحكومة أجنبية قالت الخير على النظام، هذيك عمر ما فيها حتى احتجاج. وإذا كان انتقدت النظام هذا تدخل أجنبي ما قبلش. إذا التدخل الأجنبي احنا رجعنا إلى طبيعة العلاقة بين السلطة والشعب. لما الشعب يضع بالشعب هذا ما يقدر عليه. لما يعني أو يترك ما تاعو تحت ظل الأجنبي، إذا زروقي LCP. أنا ما قلتش LCP باللي le changement j'ai pas dit que le changement ne viendra pas de la rue. Non, au contraire. J'ai dit le meilleur des changements, ce n'est certainement pas celui qui viendra de la rue. Je n'ai pas porté de jugement sur la rue. Je dis simplement, moi, je suis un réformiste. Et je crois que le changement ne vient que le meilleur, celui qui vient de soi-même, celui qu'on organise soi-même. Mais le changement qui vient de la rue, c'est la voie ouverte à l'étranger. Alors, j'espère que nous n'arriverons pas à cette situation-là, où le changement nous sera imposé de l'extérieur. On a vu ce que ça donne en Libye, on a vu ce que ça donne en Égypte,
On a vu ce que ça donne en Syrie, etc. Et c'est là le grand problème. Nous avons face à un pouvoir qui refuse de changer, ou bien qui est incapable de songer un seul instant à l'idée du changement. Quant à mon intervention, je n'ai pas porté non plus de jugement sur ce que fait Barakat. Je ne sais pas moi ce que c'est Barakat. Mais pour moi, comment je les vois? Je vois des jeunes qui sont contre le 4e mandat et qui manifestent. C'est leur droit. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils insistent beaucoup sur le caractère non violent de leur mouvement. Pourquoi empêcher ces gens de manifester? Bien que je considère que leurs revendications ne sont pas les bonnes. Parce qu'eux-mêmes tombent dans le piège du 4e mandat. Il faut qu'ils élargissent leur analyse. Et c'est difficile d'élargir son analyse ici, surtout quand on est un jeune, mais je sympathise beaucoup avec ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que je... Mais je ne souhaite pas. Et c'est un mouvement aussi qui est pas encore un mouvement de masse. C'est quelques centaines. Bon, ceci étant, tout ce qu'on peut dire à propos de ces jeunes, c'est que c'est criminel de les empêcher c'est une violation de la loi. Et pour moi, ils ne vont avoir que de la sympathie, même si je considère que leur vision me paraît un peu trop correspondre à ce que désire. Et ensuite, qui de vous sait, quand il y a un mouvement de rue, d'où il vient? Les mouvements de rue ne proviennent pas nécessairement par des gens qui sont hostiles au régime. Ils peuvent être même être suscités par le régime. Je ne peux que citer les acteurs eux-mêmes des événements d'octobre. Dans le système, les acteurs eux-mêmes ont dit c'est le pouvoir qui a lancé octobre. Après, ça lui a échappé. Mais c'est très courant que des puissances étrangères ou bien des pouvoirs organisent la Fawda pour des raisons politiques intérieures. Et je ne peux citer que le cas de Mossadegh. Mossadegh qui était un président de conseil élu en 1950, qui était populaire, qui était légitime, etc. Et il a été, au bout de 2 ou 3 ans, renvoyé par la CIA, mais jamais la CIA intervenant directement. Ce sont les Américains qui racontent ça, ce n'est pas les ennemis des Américains. Ce sont les Américains, les officiels. Ils ne vous racontent pas le détail comment la CIA a financé des mouvements de rue. Elle a financé le Parti communiste, elle a financé le Parti des Mollahs, elle a financé d'autres gens. Elle les a financés, qui se sont mis à manifester, ils ont créé un climat qui a conduit à l'insurrection générale. Alors, il y a M. Haddou de l'Ouatan. Adlan, je m'excuse. Est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait de dire seul un président légitime et puis dire ces élections ne sont pas... C'est pas de ma faute, ces élections sont une mascarade. Et quand je dis un président légitime, c'est-à-dire un président qui, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière dont on y parvient, qui soit accepté par la société et reconnu par elle comme étant apte, comme étant acceptable pour... si vous me posez la question, est-ce que les élections actuelles vont conduire à ces résultats? J'en doute beaucoup. Je ne crois pas. Comment voulez-vous qu'un pouvoir qui a délibérément triché pendant 9, même 10, rappelez-vous le référendum sur la prétendue réconciliation nationale. Si on part de 2005, si on part des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire 80% de moyenne nationale pour la participation et 11% pour la Kabylie. Le 11% est sûr, parce que la Kabylie, on ne peut pas tricher, puisque les communes sont tenues, soit par le FFS,
soit majoritairement par le FS ou le RCD. Là, on ne peut pas tricher. Donc les 11% annoncés par le pouvoir pour la Kabylie est juste. En fait, il a dit le 3. Sachant qu'il peut être résolu par un élève de 3e. Sachant que le vote kabyle, c'est à peu près 25% de la population. Que la moyenne nationale est 80%. Et que le vote kabyle est de 11%. Pour qu'on arrive à 80%, avec un vote kabyle à 11%, il faut qu'en dehors de la Kabylie, on ait voté à 104%. Le pouvoir ne prend même plus la précaution, de cadrer ces chiffres. Même plus. C'est comme pour l'histoire de la visite au Val-de-Grâce. C'est une simple visite de routine. L'État ne cesse de s'améliorer et je vais au Val-de-Grâce. Il y a quelque chose qui va. Alors, la part du pouvoir parmi dans la catastrophe. La responsabilité des uns et des autres. Sans vouloir dire qui. Parce que d'abord, ça ne peut pas. Celui qui vous dit tout est la faute de Bembella, tout est la faute de Boumine, c'est faux. Parce que ce n'est pas comme ça que marche une nation. Ce n'est pas comme ça que marche une nation. Il y a un ensemble de responsables, et j'ai insisté beaucoup sur la responsabilité commune à nous tous. Bien sûr, c'est une question d'échelle. Le simple citoyen est responsable, mais il n'est pas aussi responsable que celui qui est à la décision. Donc, le résultat, c'est non seulement la nature du système, sa politique, ses choix politiques, etc. Et c'est ça qui est dans la catastrophe. Moi, je continue et quitte à passer pour quelqu'un qui radote. Je dis que l'art de gouverner, ce n'est pas de dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. L'art de gouverner, c'est d'agir en sorte que chaque Algérien, pris individuellement ou collectivement, produise le maximum de ses capacités créatrices de richesse. C'est-à-dire, si je veux que le pays ait des chaussures, je ne vais pas donner un ordre à Flaine ou Fulton de fabriquer des chaussures. Je vais faire des lois de telle manière qu'il y ait des Algériens qui disent « Ah, si je fais des chaussures, si je fabrique des chaussures, je vais gagner de l'argent. » Voilà un exemple. Et ce n'est pas de la richesse au sens large. Un écrivain crée de la richesse. Un journaliste crée de la richesse dans la mesure où il informe correctement les gens et ce qu'il en sort. Ce qui fait que quand on a un pouvoir qui n'attend de la société que qu'elle obéisse, comment voulez-vous qu'il songe un seul instant à développer ses capacités créatrices? Et c'est pour ça que je dis, puisqu'on parle de programme, la première chose de se faire pour un président qui veut le bien de son pays, c'est commencer d'abord par donner un contenu à cette notion de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça consiste à développer le maximum des capacités créatrices de richesse de toute la société, prises individuellement, collectivement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un tel est capable de produire 100, s'il produit 90, ça va. Et quelqu'un qui est capable de produire 10 000, s'il en produit 1000, non, ça ne va pas. C'est trop bas. Et ainsi vont les choses dans tous les pays du monde. Il n'y a que l'Algérie, c'est le seul pays qui vit avec une richesse qu'il n'a pas créée. Le pétrole, nous ne l'avons pas créé. C'est la nature qui l'a créé, ou Dieu, comme vous voulez, selon vous croyez ou pas. C'est la géologie qui l'a créé. Pendant des milliers, des millions de siècles, nous sommes en train de la bouffer, hachakum, pour le terme, en 50 ans. C'est un crime, c'est un blasphème économique, c'est un crime. Et 80% du budget de l'État est financé par les hydrocarbures. Si je prends la Norvège, qui a beaucoup plus de pétrole et de gaz que nous, avec une population 10 fois inférieure, c'est-à-dire par tête d'habitant, ils produisent 10 fois plus de nous. Il n'y a pas un centime, je dis bien un centime, du budget de l'État qui est financé par le pétrole. On réserve le pétrole et le gaz pour les investissements qui consistent à créer des richesses pérennes. Puisque je suis en train d'épuiser une richesse éphémère,
il faut que je ne dépense cette richesse que pour créer l'équivalent en richesse pérenne. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le pouvoir, depuis des décennies, n'a jamais songé à cette nécessité de développer la participation de la population par la création de richesses à l'essor du pays. Alors, mais il y a pouvoir et pouvoir. Et il est vrai que, j'ai parlé dans mes déclarations premières, que en 15 ans, le pouvoir, les 3 mandats ont bouffé 800 milliards de dollars sur les 1000 milliards depuis l'indépendance. La période boumedienne, il faut que vous sachiez que sur 17 ans, j'y intègre la période de Ben Bella, de 1962 à 1978, 25 milliards de dollars. Le dollar de l'époque, ce n'est pas le dollar de maintenant. Je multiplie par 3. C'est 75 milliards de dollars sur 17 ans, à comparer aux 800 milliards sur 15 ans. C'est ça la catastrophe. Et c'est pas tellement, je vais vous dire une chose. On vous parle de l'autoroute. D'une autoroute qui coûte, il faut savoir, jusqu'à maintenant, parce que c'est pas fini, 3 à 4 fois plus cher qu'une autoroute. Dans les mêmes conditions, parce qu'il y a autoroute et autoroute. L'autoroute qu'on construit sur le Prat, au Sahara, et l'autoroute qu'on construit en Suisse, c'est-à-dire une somme d'ouvrage d'art qui peut coûter 15 euros. Mais à condition topologique, topographique, kilomètres d'autoroute, fois plus cher qu'ailleurs, sans aller jusqu'à l'exemple, ils sont partis dans la commencer, je ne sais pas, à 4 ou 5 milliards, ensuite c'est passé à 7, ensuite c'est passé à 10, ensuite c'est passé à 20, je ne sais pas si vous êtes autour. C'est une autoroute qui est loin d'être terminée, qui est déjà en partie à refaire entièrement, parce que ce sont les fondations qui ont été touchées, elle est à refaire entièrement, on n'en parle pas. Pourquoi elle a été faite vite? Parce que on n'a cherché pas à construire une autoroute, on a cherché l'effet d'annonce, à montrer qu'on réalise. Donc, à la va-vite, on a reçu n'importe quoi, et vous remarquerez ce qu'il y a de la tôle ondulée. Et moi, je suis un ingénieur du pan, la tôle ondulée, ça veut dire les fondations. C'est-à-dire que, à Dieu ne plaise, si cet immeuble, si c'est un mur qui s'écroule, on le répare, pas de problème. Si c'est les fondations qui s'écroulent, il faut tout l'immeuble, il faut le refaire, tout l'immeuble. C'est ça l'autoroute. Mais l'autoroute est un cas. Je ne parle pas de la corruption. Je ne parle pas de la corruption. Du temps de Boumedienne, il y a un comptable qui a été tué pour le détournement d'1 million de dinars. 1 million de centimes. Non, 1 million de dinars. 100 millions de centimes. Ça, disons maintenant 10 millions. Une affaire, dans le domaine énergie, une seule affaire, qui est passée dans la rue pendant 2 ans, dans les tribunaux italiens, il a fallu que, pendant 2 ans, pour qu'on en parle nous ici, 280 millions d'euros. Une affaire. Et avec ça, on trouve un haut responsable du régime. Un très haut responsable qui a été 3e personnage de l'État. Qui dénonce la justice. C'est-à-dire les mises en examen, il les innocente, il décide. Et il dénonce la justice qui même est en cours d'enquête. Et qui dénonce par ailleurs des hauts responsables dans l'institution militaire, etc. Tout ça. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, comme on dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ne cherchez pas à dire c'est la faute d'un tel ou un tel. Notre système est mauvais. Nous avons un mauvais système. Prenez Schumacher et donnez-lui Qarqba, il ne marchera pas. Tant que l'outil principal, qui est l'institution, est mauvais, vous pouvez y mettre des pépites en or, vous pouvez mettre des génies, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que je n'ai pas tendance, moi, toujours à insister, parce que quand on vous parle des personnes, c'est-à-dire qu'on cherche à vous tromper, on cherche à éclairer, à braquer les projecteurs sur quelque chose qui ne coûte rien, pour qu'ils ne soient pas sur la réalité, qui est
ce problème qu'on refuse de voir et qui est la non-conformité d'un système institutionnel avec les normes. Avec les normes. Alors, maintenant, celle-là, les Chaouia. Écoutez, c'est affligeant. C'est affligeant, c'est-à-dire que je ne lui en veux même pas. Pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire un homme qui est équilibré, qui est raisonnable, et qui est politique, et qui est un poste politique, doit connaître le B.A.B.A. Le B.A.B.A. D'abord, il doit connaître sa langue maternelle. Pour être compris. Et puis, il y a un principe fondamental. On ne désigne jamais une minorité ou une partie ou une entité du doigt. Jamais. Son chef est allé pleurer sur le cercueil de Mohamed al-Khams, de Hassan Thani. Ça a fait un effet formidable sur la population marocaine, qui, on lui a reproché, on dit les Algériens, mais voilà, le président Abka. Mais 3 semaines après, il insulte le peuple marocain à la télévision. Ça, c'est quoi, ça? Comment vous pouvez appeler ça? Ça, c'est عدم التحكم في اللسان، في الأعصاب، في الفكر. وهاد الناس اللي ما يعرفوش يعني المبادئ الأساسية تاع خدمة الناس، ما همش يومان في مكانهم. لما المسؤول الأول تاع البلد يقول لك أنا ما عندي ثقة حتى في واحد، هذه قالها عدة مرات. هذا معناه إنه يقر أنه ليس في مكان المناسب، ليس ما هوش الرجل المناسب في المكان المناسب. إذن quand on c'est-à-dire voilà, no comment. Je ne peux pas commenter un truc comme ça. Je ne peux pas commenter. Alors, maintenant, Shuruf TV. Je m'excuse, Shuruf TV, Amina. Je crois que j'ai répondu déjà à votre question. جاوب على السؤال تاعك خلاص. لا مازال. واش قلتي؟ تقدري تعاودي؟ جاوبت على وزير الطاقة والمناجم بالعيد، عبد السلام بالعيد. اسمحي لي. شوفي يعني لا هذه المعلومات موجز. صحيحة. وما هو سر رفض بومدين اخبار بوتفليقه عن تامين يو عبد السلام بومدين. عبد السلام بالعيد. عبد السلام بالعيد عبد السلام كان وزير الطاقة منذ 65 إلى غاية 77 أو إلى غاية 76. وهو من الناس من القلة هذوك اللي كانوا من وراء إنشاء سوناتراك في 63. أنا توليت على سوناتراك 14 سنة من 65 إلى 77. سوناتراك أنشئت من أجل تحضير التأميمات. يعني الشيء اللي قمنا به في 71 ما جاش هكذا تلقائيا راجع نأمه. كان شيء كان c'est un acte de développement éminent qui a été préparé pendant les vents. Donc la stratégie de nationalisation الاستراتيجية تاع التأمين سمعت حضرناها منذ 63 إلى غاية 71. في إطار هذه الاستراتيجية يعني كانت فيه مفاوضات مع الفرنساويين، لكن بومدين كان يتعامل مباشرة مع وزيره. Et il y avait 3 personnes qui étaient au courant de la nationalisation. Le ministre de l'énergie et le président de Sonatrach. 3 personnes. قلت لك il y a 3 personnes qui étaient.
كان ثلاث يعني المسؤولين اللي منذ يعني في كل فترة تحضير، يعني من 63 إلى من 62 إلى غاية إلى 24 فبراير، ماشي 24 فبراير، 24 فبراير افريل اخطر فيه جوج قوانين تاع 71 اللي رفع المساهمه تاع الدوله الجزائريه 51%، يعني الكونترول، وتاع هذا الماضي وتاع افريل 71 اللي كان قرر وسع الى المستوى. في عدة الناس اللي كانوا شاركوا كاين اللي شاركوا وعيا اللي غادي يصير الحدث، وكاين اللي ما كان غير يشاركوا. لا ما كان. يعني معالي الوزير ما سبب الشيء اللي قالوا الشيء اللي كتبوا عبد السلام صحيح. وما ما سبب رفض بومدين ابلاغ الشخصيات وزير الخارجيه مثلا بين هاد الاشخاص؟ لا، عمليه استراتيجيه، هذه عمليه استراتيجيه. بالطبيعي انا ما هبطتش الشارع حتى وقت 24 فبراير، سي نورمال. كنت بريباري هو حكومه سي فو بلي مادموزيل. شوفي، هذه طبيعه النظام تاعنا وطبيعه الانظمه كلها. في اشياء اللي يعني معروفه من البدايه. انا لما جيت وزير الخارجيه وزير الماليه، المديونيه المستوى تاع المديونيه المونطون لا ديت كان يعتبر رقم سري، وحتى اعضاء الحكومه ما كانش يعرفوه الا وزير الخارجيه وزير الماليه ورئيس الدوله. انا كنت اول وزير اللي اعطى هذه الارقام اللي معروفه في كل البلدان. إلا جعفر. Ah oui. Alors on prend encore une autre série de questions. Oui, que... مرحلة انتقالية. سي فري، المرحلة الانتقالية، لا ترانزيسيون. مانيش عارف هذه المرحلة الانتقالية هذه سيد بوديا، خالد بوديا من الخبر. ياك. تري بيان. شوف، رحنا في المرحلة الانتقالية هي يعني مسيرة من وضع مؤسساتي إلى وضع مؤسسي آخر. وعلى العموم المرحلة الانتقالية دوم يعني عام، عامين، 3 سنين. هذه منذ 22 سنة وإحنا في المرحلة الانتقالية. إذن ما هو المحتوى، ما هو المضمون تاع هذا المصطلح مرحلة انتقالية؟ ما هو؟ سي ان بو لوبرج اسبانيول، يعني المحتوى تاعو اللي كيما تروح دون لوبرج اسبانيول في فندق اسبانيولي كما نقول لك، فيه اللي تجيبو انت، كل واحد يجيب اذا قبل ما نتكلم على الشكل، على الاقل نتفق على تشخيص صحيح للوضع الحالي وعلى النقاط التي لازم تحظى بعناية خاصة. أنا أنطلق شخصيا بأن التشخيص هو الوضع هو سيء، جد سيء، ولا يتماشى وقدراتنا البشرية والمادية. هذا الجزائر راه في وضع يعني بلد غني ولكن فيه سكان فقراء. بما أن الأجانب اللي راقبوا الجزائر وعلى رأسهم الأمريكيين يقول لك الجزائر بالنسبة للمواد العامة، المواد الطبيعية والمواد البشرية، المواد الطبيعية إلى آخره، الشمس والماء والأرض وباطن الأرض إلى آخره، هو شمال هو كاليفورنيا والجنوب هو تكساس. ولما دير الترتيب تاع الولايات المتحدة، أول ولاية بالنسبة للثروة كاليفورنيا، الثانية تكساس. إذن ربي ما بخلناش، أعطانا كل ما يكفي وأكثر من اللازم باش نكون بلد مزدهر ويغذي ويسكن 100 مليون شخص، ماهوش
لكن درنا فيه من 5 سنوات ما فيش غير السلبيات، فيه كثير من الحاجات اللي درناها. في مثلا في التربيه، انا وقتي لو كنت شاب في غاده الاستقلال، العدد تاع الطلبه على المستوى الجامعي كان لا يفوق 500. العدد تاع المهندسين كان 20 ولا 30. العدد تاع التلامذه اللي كانوا يروحوا الابتدائي والثانوي كان 300,000، مع 5% تاع الإناث. الآن عندنا 1,000,000 طالب. شو 3 ملايين تلاميذ اللي يروحوا للليسي والكوليج، من ضمنهم أكثر من 5% تاع الإناث. إذن في أشياء ما ننساهاش، اللي هي يعني تدل على أن الجزائر ما ممكن نفعل أي شيء، ولكن فيه ثغرة، فيه يعني لاكون فورميداب. الغلطة الكبيرة هو بعد 52 سنة ما عندناش مؤسسات، وهذا هو اللي يجعل الجزائر تعيش تحت أو أدنى من ما يسمح له أو ما تسمح له قدراته المادية والبشرية. Si les satisfait, ça va. Karim, s'il te plaît. Cheikh. C'est quoi la question, monsieur? La question par rapport à... المرحلة الانتقالية. Ah, le parti du système. Ah oui, c'est ça. Sinon, ça aurait été compris comme une... شو هذه؟ شوف Ah oui, comme une vérobat. حاشا، ولكن انت ماهوش نقول لك انت، لكن هذا السؤال نابع من اصحاب النظام بالذات، باش يعني على خاطر واش هو النظام. اذا تبغي الى ما يخليكش، ما يسمحلكش، ما يسمح اي جزائري باش يروح يسعى الى كسب الشرعيه امام الشعب. تبغي المنصب، روح لهنا. هو بالذات اللي يجعل الناس يفهموا ويغلطهم باللي هذاك بتاعنا، هذاك بتاعنا. اذا لازم نتفاهم مليح. انت فرنسي ولا عربي؟ فرنسي ولا عربي؟ شوف، il faut qu'on s'explique. Qu'est-ce que c'est que Nidam? Je sais et je comprends très bien, vous comme vous et encore plus le peuple ne fait pas de différence. Le peuple n'a aucune donnée. Le peuple n'a aucune donnée de faire la différence entre les pouvoirs publics et le pouvoir politique. C'est très différent. خدمة الناس مهما كان يعني في أعلى مستوى خدمة الناس لا تقتضي أنك من النظام. Je prends son attaque. Si vous prenez son attaque maintenant, bien sûr, avec ce qu'elle est, pour être président de son attaque, il faut avoir l'agrément de l'INAM. Mais احنا son attaque نسأناها كانت il n'y avait personne. Le Nidam n'avait rien à voir là-dedans. Au contraire, je peux dire que le Nidam était plutôt contre son attaque. Ceux qui ont soutenu son attaque, c'est le président. C'est le ministre de l'énergie. Et pas plus loin. Donc, il faut bien faire la distinction. الشعب اللي ما عندوش معطيات بالخصوص مغلط باش يفرق بين الناس اللي يخدموا في القطاع العمومي والناس الذين ينتمون. عندك تاخذ وزير s'occupe d'un domaine technique, etc. Il n'est pas nécessairement du Nidam. Ministre, Premier ministre. قد يكون صحيح، لكن من كل الناس اللي يخدموا في يعني الصالح العام ماهوش عملاء النظام، لا ينتمون له ولا. وانا فيما يخصني شخصيا، en ce qui me concerne moi personnellement, je suis d'autant plus à l'aise de le dire que je ne suis pas du Nidam que je le regrette. C'est une erreur que nous avons commise en étant jeunes, qu'on pouvait servir le pays à des niveaux élevés et laisser la politique aux autres. C'est l'erreur qu'on a commise. Donc, nous ne sommes pas du Nidam. Maintenant,
Le Nidam dit aussi, comme il n'accepte pas, قال هذاك راه ينتقد النظام على خاطر أقسم النظام ولا مارس في المنصب. C'est pour ça que j'ai terminé mon discours. قلت لك روحوا les archives de l'Assemblée.